Le dernier type de stratégie de mapping, ça consiste à dire qu'une entité est associée à une table. Donc pas de problème de ce point de vue-là. Mais à la différence du table pair class, on va dire que une entité qui étend une autre entité est en relation 1-1 avec cette entité. Dans la stratégie table pair class, on mettait en fait tous les champs d'employee, donc ID, name et salary, dans la table employee. Là, dans la table employee, on ne va mettre que le champ salary et la clé primaire pour reconnaître de quelle entité on parle exactement. Donc les tables qui vont être générées vont être celles-là. Je vais avoir une table user avec un ID et avec un name. Et je vais avoir une table employee avec une colonne ID et une colonne salary. Et l'ID qui est ici va évidemment correspondre à l'ID qui est là pour un employee. Donc ça veut dire qu'une instance d'employé va avoir une partie de ses champs enregistrés dans la table user et une partie de ses champs enregistrés dans la table employee. Comment les choses vont-elles se passer? On va se poser les mêmes questions que pour les deux autres stratégies. D'abord en création. Donc le em.persist de par exemple employee. Ben oui, qu'en création, le fait de persister une instance d'employee, ça va m'imposer d'enregistrer la clé primaire et le nom de l'employee dans la table user et répéter la clé primaire et le salaire dans la table employee. Donc là, en fait, j'ai deux insertions qui partent à chaque fois que je veux insérer une instance d'employee dans la base de données. Ce qui est un peu moins intéressant que dans les cas précédents où je n'avais qu'une seule insertion. Deuxièmement, en retrieve. Retrieve, je vais faire em.find, par exemple, employee.class, et je vais passer la clé primaire 7. Donc je m'intéresse à l'employee dont la clé primaire est 7. Là, il va falloir que je fasse une jointure pour récupérer l'ID, le nom et le salaire. Je sais qu'il s'agit d'un employee, donc je sais exactement la jointure que je dois faire. Je connais la clé primaire, donc j'ai toutes les informations. Mais à chaque fois que je vais faire un retrieve, il y a une jointure qui va partir en base. Ça, cette jointure, c'est pareil, c'est un petit peu plus coûteux que quand je n'en ai pas. Troisième opération, la mise à jour. Ça, la mise à jour, elle va bien se passer. Je vais faire par exemple employee.setSalary de 10 000. Ça, la mise à jour, elle va bien se passer. Pourquoi? Parce que je sais que la propriété salaire, elle est définie dans la classe employee, que cette classe employee, elle est associée à une table particulière, et cette table, je la connais. J'ai la clé primaire de l'employee, donc il n'y a qu'un seul update qui va partir en base. Je sais exactement où est-ce que je dois faire l'update. L'opération delete, em.remove, par exemple d'employee, là c'est pareil, étant donné que chaque employee est en fait distribué sur autant de tables que j'ai d'étages dans mon héritage, et il va falloir que je fasse un premier delete sur user et un deuxième delete sur employee. Donc sur ces quatre opérations, je vois qu'en termes de performance, je suis un petit peu moins bien que dans les autres types de mapping. La création, c'est plusieurs insertions, le retrieve, c'est des jointures, et le delete, c'est plusieurs insertions également. Il n'y a guère que l'update qui se passe bien, qui ne soit pas plus coûteux que dans les autres cas. Le vrai intérêt de ce type de mapping, c'est que je sais que dans la table employee, je n'ai que des instances d'employee. Donc si je veux ajouter une contrainte d'intégrité qui dit cette colonne ne doit pas être nulle, dans ce cas-là, je vais pouvoir le faire. Ce n'était pas le cas
dans le single table. C'était également le cas dans le table per class. Et puis, le dernier élément, ce sont les requêtes polymorphiques. Les requêtes polymorphiques, en fait, elles vont très bien se passer. Pourquoi est-ce qu'elles se passent très bien? Parce qu'elles n'ont lieu que sur la table de base de ma hiérarchie. En fait, dans ce schéma-là, le choix a été fait d'ajouter aussi une colonne dtype de façon à connaître au niveau de la table de base le vrai type de l'instance que je suis en train de regarder. Donc quand je veux faire une requête sur user et que je veux en fait récupérer user et toutes ses extensions, je sais exactement toutes les valeurs de dtype que je veux récupérer au niveau de cette table. Donc je peux faire une première requête uniquement sur user, récupérer toutes les clés primaires, et après quand je vais reconstruire les objets, là ça revient à faire des find, faire les jointures nécessaires pour aller chercher les autres champs. Donc là les requêtes polymorphiques, elles se passent très bien, j'ai pas de problème. En fait les requêtes polymorphiques, il n'y a guère que dans le table per class qu'elles ne vont pas bien se passer parce qu'il faut que je fasse une union entre tout un tas de tables. Donc cette stratégie de mapping, elle a essentiellement quelques problèmes en création, en retrieve et en delete, à cause des jointures ou à cause des insertions ou effacements multiples. Elle marche très bien pour les requêtes polymorphiques et elle va nous permettre de conserver toutes les contraintes d'intégrité dont on a besoin dans notre schéma relationnel. Et cette troisième stratégie s'appelle la stratégie joined, du fait que je mappe l'héritage en fait par des jointures. Donc vous voyez que sur les trois stratégies qu'on a vues, en fait, il n'y en a aucune qui soit franchement meilleure que les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a trois. Si on avait une qui était meilleure, il n'y aurait que celle-là qui serait utilisée. En fonction de ce dont on a besoin dans notre schéma, on va en choisir une plutôt qu'une autre. Si la priorité sont les requêtes polymorphiques et les contraintes d'intégrité, clairement c'est le schéma joined qui est le meilleur. Si les contraintes d'intégrité sont moins importantes, mais que les requêtes polymorphiques restent importantes, à ce moment-là, ce sera le single table qui sera le meilleur. Et si c'est ni le cas pour l'un ni le cas pour l'autre, à ce moment-là, le table per class sera probablement le plus efficace. Il nous reste un dernier point à voir sur cette partie-là, c'est comment est-ce qu'on va dire à notre schéma de classe la stratégie que l'on veut choisir et comment est-ce qu'on peut spécifier le nom et le contenu de la colonne technique des types dont on a parlé.